Chaque jour, environ 15 000 véhicules empruntent l'A29, l'autoroute qui traverse la Normandie entre Saint-Quentin et Le Havre. Il est 17 h et les gendarmes du peloton motorisé ont organisé un contrôle aléatoire à la sortie du péage. Et très vite, Angélique remarque un véhicule suspect. Une voiture qui roule tout doucement et pas très droit. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Oui. Vous avez consommé de l'alcool ou pas? Non. Non? Du tout? Ok, allez là-bas s'il vous plaît monsieur. Je le sens pas. Je sais pas, il est bizarre le mec. C'est le père du gendarme. Et son instinct la trompe rarement. Bonjour monsieur. Vous pouvez couper le contact s'il vous plaît? Vous me présentez votre permis de conduire? Vous aviez du mal au péage? Ma carte n'est pas passée. Ah, votre carte n'est pas passée? Vous venez d'où là? De... Ok. Vous travaillez où monsieur? À moi. Ok. On va vous soumettre un dépistage à l'alcoolémie monsieur s'il vous plaît. Vous avez bu de l'alcool ou pas? Non, j'ai bu un peu vers midi, mais ouais. D'accord, on va vous faire souffler. L'homme bafouille. Il ne semble pas dans son état normal. Ça sent non? Ça sent non? Ouais. Vous avez bu quand pour la dernière fois monsieur? Aujourd'hui? Ce midi. D'accord. Là vous êtes positif à l'éthylotest. Vous connaissez un peu le principe? On va aller souffler dans l'autre appareil pour avoir le taux. L'automobiliste a menti. Et Angélique a découvert un autre point délicat. L'homme n'est pas un citoyen lambda. Il est fonctionnaire dans un service sensible. Vous avez une arme de service ou pas? Non. Ok, elle est où votre arme de service? Au bureau? Ok, vous descendez? Mon collègue il va juste faire une petite palpation sur vous pour mesure de sécurité, d'accord? On va se mettre juste, vas-y, avancez un peu. Allez, écartez les bras. Donc là on va procéder à un deuxième souffle dans un appareil qui va déterminer son taux. Donc simple contrôle de la route quoi. Et vous avez demandé s'il avait une arme? Oui, par mesure de sécurité, voilà, ça fait partie du contrôle. Donc je préférais m'assurer qu'il ne soit pas porteur de son arme de service. Voilà. Même s'il travaille pour l'État, l'interpellé n'en est pas moins un délinquant de la route. Est-ce que c'est la première fois que vous faites l'objet d'un contrôle de l'alcoolémie positif, monsieur? Non. La dernière fois, c'était quand? Il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans? Ouais. Et vous avez eu quoi comme amende? J'ai vu un retrait. Un retrait de permis? Oui. Ok. L'homme souffle dans l'éthylotest. Et il semble qu'il ait bu beaucoup plus qu'un simple verre au déjeuner. Bah, on a 27 mg par litre d'air expiré, donc pour avoir en grammes dans le sang, vous multipliez par 2. Donc ça fait pas loin de 2,60 quoi. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup hein. Va falloir rester un petit peu avec nous. Vous connaissez la mesure, garde à vue. Un 27. Dans les gardes à vue, c'est pas obligé. Hein. Ouais, je sais bien, mais là, je peux pas vous laisser dans la nature non plus. Un 27. On peut venir me chercher, c'est pas pareil. Ça va pas se négocier. Faut que je vous entende. En plus, vous me dites que vous avez déjà fait l'objet d'une mesure de rétention il y a récemment. Vous Non, êtes- récemment. Il y a 5-6 ans? 5-6 ans, ouais. Vous connaissez les délais de récidive, monsieur? Oui, 5 ans. Bon, on y est ou on n'y est pas? Non, on n'y est pas. La voiture, elle est verrouillée? Vous allez vérifier. Coup de massue pour cet automobiliste qui ne pensait pas rencontrer Angélique et ses collègues. On a déjeuné ce midi et puis voilà, on n'a pas fait attention. Voilà. C'était un bon déjeuner, dites donc. C'était un très bon déjeuner, ouais. Tout à fait, ouais. Et les conséquences? Bah, les conséquences, c'est que j'ai plus de permis. Voilà. C'est pas compliqué. Connaissez déjà, vous avez déjà eu le problème une fois? Ça m'est arrivé une fois, oui, tout à fait. Ça vous a pas servi de leçon? Ça m'a servi de leçon, mais bon, voilà. Pas suffisamment. Voilà, c'est ça. Bon, vous le prenez avec le sourire? Ben, c'est pas la fin de la vie. Hein. À la gendarmerie, la procédure continue. Même si le fonctionnaire essaie encore une fois d'amadouer l'adjudant Angélique. La vie, c'est pas obligatoire. Ah bah non, c'est jamais obligatoire une garde à vue. Ça c'est sûr. On fait ce qu'on veut quand on veut. Ça je le sais. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là, monsieur. Et c'est pour ça que je suis au PJ. Sinon je le serais pas. Mais à un moment donné... Ça va rien changer. Ah bah ça va rien changer au résultat, monsieur. Mais moi je vous laisserai pas dans la nature avec ce tout-là, quoi. Bien me chercher, c'est pas grave. Bah,
n'y a pas de souci. Nous, on fait déplacer outre, c'est pas un problème. Donc, Ben moi, c'est pas dans ma politique, monsieur. Et quand je suis confrontée à ce genre de situation-là, je suis vraiment mal à l'aise. Je préfère vous le dire. Il a tenté bien évidemment de minimiser un peu en essayant d'éviter la garde à vue. Donc je lui ai expliqué à plusieurs reprises que vu le taux que c'était pas négociable. Et pour finir, effectivement, je lui ai expliqué être mal à l'aise par rapport à cette situation parce que ça reste un fonctionnaire de l'État qui connaît parfaitement les règles et qui doit montrer aussi l'exemple. Et du coup, je lui ai expliqué qu'effectivement ma position n'était pas la meilleure, quoi. Ce monsieur, si je le sanctionne pas, ne serait-ce que par une mesure de garde à vue, est-ce qu'il comprendra ou est-ce qu'il... Peut-être ce monsieur a des problèmes avec l'alcool, je ne sais pas, je ne le connais pas ce monsieur. Mais à un moment donné, il faut sanctionner et voilà, c'est notre rôle aussi à nous d'être confrontés à des situations qui ne sont pas toujours sympathiques. D'autant plus que son taux d'alcool est très élevé. Et Angélique n'est pas au bout de ses surprises. Vous avez bu quand pour la dernière fois, monsieur, pour essayer de comprendre combien de temps ça va mettre pour descendre? ce midi. Ce midi? Ouais. Mais vous avez bu quoi? Du rosé. Vous en avez bu combien de verres? La bouteille. Une bouteille? Alors qu'il présentait un taux de 1,27 mg par litre d'air expiré sur l'autoroute, 2 heures plus tard, à la gendarmerie, ce chiffre a encore augmenté. Combien? 1,35. Putain, ça monte. Vous avez bu quand pour la dernière fois? À midi. Non. Ah, vas-y. Vous avez bu avant le contrôle, monsieur? Mais non, c'est pas possible. Bon, peu importe. Vous êtes en phase montante. Réfléchissez un peu. Être en phase montante, ça veut dire que la consommation d'alcool est très récente. Angélique pense que l'homme a bu juste avant de prendre le volant, soit vers 17 h. Grosse surprise, 1,35 affiché, ça veut dire qu'il est en phase montante. C'est-à-dire qu'en fait, il a consommé de l'alcool juste avant le contrôle. Enfin, il y a un truc, il n'a pas consommé ce midi, sinon il sera en phase descendante. Donc là, le taux augmente. Donc voilà. La gendarme n'a plus aucun scrupule à incarcérer ce récidiviste. Bon, c'est une cellule, hein, c'est pas Airbnb, quoi. C'est vous qui le voulez. Hein. Bah oui, c'est moi qui le veux, ouais, effectivement. Ouais. Allez, à demain, monsieur. Donc là, ça y est, c'est parti pour une nuit. Oui, ça y est, bah là, oui, il va aller dégriser, quoi. Il est en cellule de dégrisement, donc il va se reposer. Et puis quand il a retrouvé ses esprits, donc demain matin, dès la première heure, on va le refaire souffler pour savoir s'il est apte à ce qu'on lui notifie ses droits de placement en garde à vue. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil qui n'a pas dû être des plus reposantes, nous retrouvons le conducteur alcoolisé. Et ce matin, presque plus de traces d'alcool. 0,18. Vous éliminez beaucoup? Voilà. Maintenant qu'il a retrouvé ses esprits, l'interpellé se plaint des conditions d'hébergement du peloton motorisé. La nuit a été difficile? Ah oui. Bah oui, en plus, il y a de la lumière qui reste allumée en permanence, donc c'est pas génial, quoi. Ça a commencé très tôt, vers, je sais plus, du 18h, 19h, donc jusqu'à ce matin, 7h. Le fonctionnaire commence à prendre conscience que cette interpellation ne sera pas sans conséquences. Vous êtes inquiet à titre professionnel? Oui, mais bien sûr, oui. Pourquoi vous risquez des sanctions professionnelles? Oui. Dans mon secteur d'activité, en fait, quand on fait des infractions de droit commun, on est aussi sanctionné par l'employeur. Donc ça peut aller d'un blâme à une exclusion temporaire de fonction, des choses comme ça. Mais c'est après surtout pour la carrière que c'est plus pénalisant parce que du coup, ça bloque l'avancement en fait de grade pendant un certain temps. Donc un certain temps, mais plusieurs années. Donc du coup, c'est pénalisant à ce niveau-là. Après une nuit en cellule à dégriser, l'homme peut repartir libre. Il sera convoqué dans quelques jours par le procureur pour une enquête de personnalité. Si vous avez des problèmes avec l'alcool, monsieur, juste mon opinion personnelle, fait essayer de vous faire aider, quoi. Après, je dis ça, vous faites ce que vous voudrez. Hein. Ah ouais, je comprends. Comme sa voiture avait été immobilisée la veille sur l'aire d'autoroute et qu'il n'a plus le droit de conduire, l'homme repart accompagné d'un proche. Il a été condamné à 6 mois de suspension de permis et 4 mois avec éthylotest antidémarrage. Si sur la route, ils sont malheureusement nombreux à prendre des risques, certains sont encore plus inconscients.
Ceux qui transportent dans leur véhicule leurs propres enfants, en ne respectant pas le code de la route. Cet après-midi, Angélique est postée à la sortie d'un village quand elle arrête un automobiliste. Je vais vous soumettre au dépistage de l'alcoolémie, monsieur. Est-ce qu'il y a eu des consommations? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous tends l'appareil, vous faites un souffle continu. Allez-y. À l'arrière du véhicule, 2 jeunes enfants. Ok, parfait. Et Angélique tique tout de suite. Vous avez quel âge? Moi j'ai 9 ans. C'est toi là-bas? 5 ans. Toi, tu as ton siège auto, c'est bien. Toi, par contre, tu l'as pas. Pourquoi tu l'as pas? Tu sais ou pas? Tu peux pas m'expliquer? Le siège auto, pour l'enfant, il est où? Chez ma soeur, elle est juste à côté là. Ouais, mais bon. C'est pas excusable, quoi. Non, bah, on va rechercher. Mais oui, non, mais c'est pas le fait d'aller le rechercher ou quoi. C'est en cas... Il l'a laissé chez elle. Le truc, c'est toujours pareil, quoi. C'est en cas d'accident, Non, quoi. je suis d'accord avec vous, non, là, c'est carrément. Parce que là, vous habitez où, vous, monsieur? On habite Et c'est à combien de kilomètres? à côté de Toulouse, là, c'est à 10 minutes. 10 minutes, ouais. Et votre soeur, elle habite où? Il y a 10 minutes par là, 10 minutes par là, ça fait 20 minutes, plus l'aller-retour, ça fait 15. Ouais, bah ouais, on a oublié. Et après, c'est pas une question de temps, c'est une question de sécurité, quoi. En cas d'accident, Je vous fais pas les détails quoi. Là, je vais le rechercher, c'est pas à 10 minutes, c'est là, c'est au bout de la rue, là. C'est vraiment juste à côté. Angélique est elle-même mère de famille. Alors, ses comportements irresponsables la touchent d'autant plus. c'est clairement un problème de sécurité pour l'enfant, quoi. Il n'a pas le rehausseur qui est prévu tout simplement pour sa sécurité. C'est pas du tout homologué. En cas d'accident, l'enfant n'est pas du tout protégé, quoi. C'est ce qu'on voit dans les crash tests, hein. L'enfant, il peut être projeté et puis bah, voilà, je vous fais pas de détails pour le reste, quoi. Depuis 1992, l'utilisation d'un siège rehausseur pour les enfants de moins d'1,35 m ou de moins de 10 ans est obligatoire. Concernant la sécurité, vous n'avez pas d'excuses, moi c'est une priorité pour moi. On va vous dresser un procès-verbal électronique pour l'enfant. C'est comme ça, monsieur. C'est 90 €. Et deuxième punition, vous allez me chercher le siège auto. Et quelqu'un reste avec le petit, ou je sais pas, vous organisez comme vous voulez, mais en tout cas, vous repartez pas sans avoir attaché correctement l'enfant. Le père de famille tente d'amadouer la gendarme, mais Angélique reste inflexible. Non, monsieur. C'est quoi? Mais non, bah attendez, soyez humain, là, c'est abusé. Mais C'est le petit, humain là, il a fait une erreur, il est en pleurs, il se trouve là, on vient de le traiter parce qu'il a oublié son truc. On est en famille, monsieur, on a fait une... c'est qui est responsable? C'est l'enfant ou c'est vous? Bah, à un moment donné, il a 9 ans et demi, il avait sur 10 ans, et il est responsable aussi. Hein. Mais c'est comme ça, monsieur. Donc à un moment donné, il faut lui expliquer des choses. Voilà, il y a plus grave dans la vie. Mais à un moment donné... En plus, pourquoi tu dis, tu as eu 10 ans, toi, c'est du septembre. C'est à partir de 10 ans. Vous avez sa pièce d'identité? Quel âge il a? Vous n'avez pas le livret de famille? Quelque chose qui peut justifier de son âge? Non mais je vous pose une... monsieur, monsieur, à un moment donné, moi, j'essaie de trouver des solutions. j'essaie de comprendre votre situation. Tu vas descendre, maman va descendre et je vais aller rechercher le... Je vais aller rechercher, je vais descendre, je vais chercher le... Monsieur, je vous dirai d'aller chercher le siège auto quand je vous l'autoriserai. Pour le moment, on procède au contrôle, d'accord? C'est bon, ça va bien se passer. Chaque semaine, environ 10 enfants décèdent dans un accident de la route. Ces contrôles sont faits pour éviter ces drames. J'ai déjà constaté des accidents qui n'étaient pas très sympathiques à voir. Les gens ne prennent pas conscience forcément de leur comportement. Ouais, effectivement, l'enfant il a 9 ans et demi, ouais, ok, il n'a pas de siège auto, mais il a la ceinture. Le gamin il est en pleurs, les parents s'agacent contre lui, ça met de la mauvaise humeur, mais à un moment donné, voilà, il ne respecte pas les règles et donc il faut verbaliser et puis on ne reverra pas le petit sans rehausseur, quoi. Le père ne semble pas avoir conscience des conséquences de son oubli. Pire, il en impute la faute à son enfant. Loulou, c'est pas grave. Si, c'est lui, c'est lui qui va payer, on se le dit. C'est toi qui vas payer. C'est bien, mettez votre enfant en pleurs encore plus qu'il ne l'est, quoi. Rassurez-le plutôt que de... Mais il vient de le perdre, son fauteuil, il l'avait laissé avec ma soeur. Allez. C'est abusé. En ce qui me concerne, monsieur, je fais pas de zèle. Moi, je fais simplement mon travail. À un moment donné, vous avez un accident, votre gamin, je vais le ramasser dans le pare-brise. D'accord avec vous, on vient de faire une sortie, il est monté avec ma soeur, la voiture, c'est là, elle est...
vous connaissez. Oui, non, mais monsieur, C'est juste au bout de la rue, je monsieur, m'excuse, je mais m'excuse. il n'y a pas Je d'excuse. m'excuse de tout. Mais des... J'ai même pas vu qu'il l'a Écoutez, aussi. monsieur, On peut pas parler. Donc, allez dans votre véhicule, je vous verbalise et ensuite vous irez chercher le réhausseur, d'accord? 90 €, vous Ouais, savez ce que allez. c'est 2 jours de travail pour moi. Là, je gagne pas ma vie, hein, franchement. Écoutez, monsieur, vous pouvez accompagner votre fils à votre véhicule, là, ça sert à rien de le laisser ici en pleurs. Enfin, je trouve ça assez bon. Oui, non, enfin, à un moment donné, c'est pas la peine de le mettre non plus dans un stress pas possible, quoi. Angélique tente de calmer les parents afin de rassurer les enfants. Mais la maman s'y met. On boit pas d'alcool, on fait attention à tout. C'est ça qui me fait rigoler, quoi. Il a 9 ans et demi, il est hyper Oui, mais- grand. Je sais bien que c'est les règles. Mais je pense que là, sur C'est les pas vous, 150 voitures qui passent depuis tout à l'heure, je pense qu'il y en a peut-être je ne sais combien où il y a quelqu'un qui a picolé et qui va peut-être créer un accident. Le fait de le verbaliser, je me dis que l'enfant, il aura toujours le siège auto dans la voiture, quoi. Ça va marquer les esprits pour toute la famille. Après, ils éduquent leur enfant comme ils le veulent. Hein. Je ne remets pas du tout en doute l'éducation des enfants. Mais la réaction, je pense, n'est pas du tout adaptée. Lui, il a pas de ceinture, mais tout va bien, quoi. Encore mieux, le mec qui passe sans ceinture, tout va bien. Puis moi, sécurité, ça marche dans les deux sens. C'est avec un petit... Pas de négociation possible. Angélique dresse le procès-verbal de l'amende. Ok, monsieur. Donc là, c'est enregistré, vous allez le recevoir directement à votre domicile. Ok. Voilà. Vous repartez pas avec l'enfant sans le siège auto, d'accord? C'est dur parfois d'être maltraité ou d'avoir des gens pas agréables. Bon, faut l'accepter, c'est notre métier. On est habitué, on est confronté à ce genre de problème régulièrement, quoi. Qu'on soit en forme ou pas en forme, le résultat il est le même, quoi. Il faut être là, il faut expliquer aux gens, et il y en a qui comprennent, d'autres qui comprennent pas, c'est comme ça, quoi. Il faut qu'on fasse respecter la loi, donc à un moment donné, il faut qu'on fasse notre travail, quoi. Donc on le fait. Quand on verbalise pas, tout se passe bien, mais à partir du moment où on leur explique aux gens qu'on va commencer à dresser les procès-verbaux et qu'on va commencer à leur piquer des points ou de l'argent, là ça devient plus compliqué à gérer. Finalement, le père de famille n'a pas eu le choix. Il est reparti seul chercher le réhausseur. Un contrôle qui a duré plus d'1 heure. Malgré tout, l'homme revient une dernière fois à la charge pour provoquer les gendarmes. Je vous écoute, monsieur. Est-ce que c'est obligatoire sur les vélos, quoi? Jusqu'à 12 ans, c'est obligatoire. Pourquoi la jeune fille, là, vous l'avez pas contrôlée? Parce que je m'occupe de vous, monsieur. Vu comment le contrôle se passe, je reste à vous regarder, monsieur. J'attends que le siège auto il arrive et que vous partiez. Voilà. Effectivement, pendant que je m'occupe de vous, monsieur, le contrôle il prend beaucoup plus de temps parce que ça se passe pas très bien. Effectivement, pendant ce temps-là, je peux pas verbaliser d'autres personnes. Le but, c'est quoi? C'est que votre fils, maintenant, il mette le siège auto et que plus tard, il mette la ceinture. Ouais, mais toujours, mais aujourd'hui, il l'a pas mis, quoi. Cet après-midi, Angélique a dû gérer une famille pas vraiment enchantée par son contrôle, mais qui est tout de même restée calme. Ce qui est loin d'être toujours le cas. Retour avec les gendarmes du PSIG. On part sur une recherche d'un mineur de 15 ans qui se serait enfui de chez son père parce qu'il était sous dépendance de stupes. Il s'est enfui chez lui pieds nus, torse nu. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on essaye de lui mettre la main dessus avant que, comme il est en train de en plein délirium, en fait, qu'il ne fasse pas de bêtises. Allez, on s'active. Plusieurs équipes sont réquisitionnées pour la mission. Partage de voitures. Ouais, ça permet de couvrir un territoire beaucoup plus large. Et puis d'essayer en banane, on est moins visible. Autre raison de ce déplacement en nombre, pouvoir faire face à l'éventuelle violence du jeune garçon. C'est surtout qu'en fait, il est en période de sevrage. Et qu'en période de sevrage, on ne sait jamais ce qui peut leur arriver, ce qui peut leur passer par la tête. En sachant qu'il a déjà eu affaire à la gendarmerie une première fois, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué de réussir à l'interpeller et de pouvoir le placer dans un centre si besoin. On ne sait jamais aussi ce qu'il peut trouver sur la route, une arme ou quoi aux caisses. Il peut blesser les différentes personnes qui vont passer sur son passage. Le jeune peut se cacher n'importe où dans la région. Mais le PSIG ne va pas avoir à chercher longtemps. Un coup de fil les prévient que l'adolescent a été retrouvé. Fin de mission donc pour le moment. L'adolescent a été conduit à l'hôpital en psychiatrie. Mais quelques heures plus tard, alors que la nuit est tombée, nouvelle alerte. Le garçon fait de nouveau parler de lui
Il s'est enfui de l'hôpital pour retourner chez son père et semble en pleine crise. Il est actuellement en recherche de ses feuilles à rouler, sûrement pour se confectionner un joint avec de la résine de cannabis. Vu qu'il n'arrive pas à mettre la main sur ses feuilles à rouler, il s'en prend à son père puis il casse tout dans la maison. En fait, son père, il n'arrive pas à le gérer, donc c'est le fils qui a le dessus. Le fiston, il a 15 ans, mais apparemment, il est assez violent. Les gendarmes sont toujours sur leur garde. Qu'est-ce qu'il y a le plus à craindre dans ce genre d'intervention? Les arbres. Les arbres. Ce qui pourrait être là dangereux, c'est qu'ils prennent ce qui lui tombe sous la main pour nous empêcher de le maîtriser. Et généralement, quand on est chez soi, qu'est-ce qui nous tombe sous la main le plus rapidement? Ce sont des ustensiles de cuisine, des choses forcément qui peuvent être coûtantes et qui peuvent représenter un vrai danger pour nous. Il va falloir se méfier de l'endroit où il se trouve au moment de notre intervention. Devant la maison, la mère du jeune garçon attend les forces de l'ordre. Elle n'ose pas rentrer. Là, dans la maison, qui c'est qui a à part lui? Tous les deux, tous les deux. Avec son père, c'est ça? Son père, ouais. D'accord. Et ils se sont battus là ce soir? Jusqu'à maintenant, non. Il est où actuellement? Dans quelle pièce là? Le fiston? Il est à l'étage. Je sais pas s'il est à l'étage ou en bas. Son papa m'a dit de monter là. Mais moi, j'ose même pas. On entend quoi? Mais il est parti là, madame. Cette mère de famille semble complètement dépassée par les réactions de son enfant. Cet après-midi déjà, il a tout cassé dans la maison. Donc on a appelé la gendarmerie qui est venue. Il s'est enfui plusieurs fois. Et quand les gendarmes ont coursé, et après ils l'ont emmené à... Et puis là, mon ex-mari vient de m'appeler pour me dire qu'ils étaient rentrés, qu'ils recassaient tout. Ça lui arrive souvent? Oui, ça lui est arrivé plusieurs fois. Oui. Vous savez c'est dû à quoi? Oui, elle est au cannabis. Il se fait soigner pour ça? Il est avec 2 éducatrices. Il devait voir un addictologue jeudi. Mais à chaque fois qu'il veut y aller, au départ, il a commencé à y aller, il a arrêté. Est-ce qu'il est violent avec vous ou avec votre ex-mari? Je pense qu'avec mon ex-mari, il pourra l'être. Moi non, parce qu'on n'a pas de contact. Enfin, le contact est très dur entre nous. Moi, cet après-midi, quand j'y suis allée, il m'a poussé de sa chambre. Je pense que c'est ce qu'il voulait, parce qu'il voulait pas me faire de... Je pense, après, je sais pas, je suis pas dans sa tête. Mais bon, il m'a insulté de tous les noms. Que j'étais pas une mère, que j'étais une grosse pute. Michel et ses collègues rentrent dans la maison afin de tenter de calmer l'adolescent. Ils sont accueillis par son père et des cris à l'étage. Il est fermé chercher ou pas? Je suis chez moi, j'ai même pas encore bu de la journée, j'ai même pas encore bu un verre d'eau depuis tout à l'heure. Les gendarmes ne perdent pas une minute. Ils rejoignent le garçon. J'ai juste de rentrer, j'ai même pas mangé, je me suis même pas pris. Et le menottent On va se calmer. pour éviter qu'il ne continue à tout casser et se blesse. T'as quelque chose sous toi? Ouais, j'ai un bloc, j'ai un pétard, j'ai une carnage. C'est quoi le souci là, monsieur, ce soir là? Je viens de rentrer de l'hôpital parce que vous criez, ils m'ont emmené, j'ai faim, j'ai faim, j'ai encore des... Il est pour déjà, oui, j'en ai marre. L'adolescent est en larmes, perdu. J'en ai marre partout, j'ai fait 10 km dans les champs. Tous les symptômes d'une crise de manque. Vous m'avez quand même attrapé, vous m'avez emmené, j'ai attendu. Monsieur. J'en ai marre, je suis chez moi, je suis dans ma chambre. Calmez-vous. Là, vous restez calme, d'accord? Mais monsieur, c'est à cause de vous que je suis comme ça. Calme-toi, reste tranquille. J'ai de la mort, s'il te plaît. Tu veux qu'on te rapporte un mouchoir? Mais non, mais je veux tranquille, je suis chez Oui, moi. reste tranquille, arrête de t'énerver et après on te ramènera un mouchoir. Est-ce que tu veux, ok? Déboussolé, il ne semble pas comprendre pourquoi les gendarmes sont intervenus chez lui. C'est pas bien. Eh monsieur, on vient pas pour rien, c'est parce qu'il y a un souci. Monsieur, j'ai même des petites couilles, j'ai même pas de bite, j'ai même pas un œil. Vous venez pour moi faire quoi? Je suis pas agité, je suis en train de pleurer, j'ai soif. Je suis un gamin, oui, qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Voilà, je vous promets ça. Voilà, je veux juste boire, être tranquille. Au rez-de-chaussée, Jeff discute avec le père. Il veut que son fils soit de nouveau hospitalisé. J'attends de voir le papa, là, on fait le point et puis je passe ensemble à partir de l'hôpital. J'arrive, je vais... Une décision qui ne réjouit pas l'adolescent et le déprime encore plus. Retourne là-bas. Putain de merde, mais je peux pas d'argent. S'il vous plaît, frère, j'ai 40 ans. Je suis innocent, frère, mais je te mets pas là, je tombe.
Mais je vous ai des choses plus importantes à faire, je suis un petit trou de balle, j'ai 15 ans, mais j'ai rien fait, vous comprenez? J'ai rien fait. Mais nous on n'est pas méchants avec vous là. Mais je sais, vous voulez m'emmener à l'hôpital et tranquille, retourner faire ce que vous avez à faire, mais faire quoi pendant des heures là-bas? Voilà, je vais faire quoi? Le cannabis fait des ravages parmi la jeunesse. Dépression, schizophrénie, violence. Pour certains jeunes, c'est une descente aux enfers. Et là vous avez de la résine dans votre chambre là? Ah bon? Vous consommez combien sur une semaine? En grammes? 12 maximum. Donc ça commence à faire, hein? Vous consommez depuis combien de temps? Parce que 15 ans, pour un gros consommateur, ça fait de bonheur quand même. Là, je pense qu'il faut attaquer au fond du problème et puis il faut se soigner, là. 15 ans, vous avez toute la vie devant vous, là, et puis vous êtes en train de vous ruiner la santé avec cette saloperie, là. Pour l'entourage aussi, cette addiction malsaine au cannabis a des conséquences dramatiques. Son père est désespéré. Si je vous disais qu'il était comme ça, ouais. Il a un bon fond, il est intelligent. Ouais, malheureusement, c'est le reste qui prend le dessus. Et ça le prix. Moi, je pense que c'est un début de schizophrénie. J'en suis quasiment persuadé. Pourtant, cet adolescent avait tout pour réussir. Des parents aimants qui ont tout fait pour le sortir de cet engrenage. Ça fait plus de 2 ans qu'il est suivi par, comment dire, un éducateur, enfin une éducatrice. Et là, ça s'empire parce qu'on n'a pas les moyens de le faire soigner. Il faut qu'il soit d'accord pour se faire soigner en France. Donc, en attendant, il se détruit la santé. Il loupe évidemment toutes ses études. Et puis, dans ces crises, il détériore le matériel de la maison. Là, il a cassé une télé cet après-midi. Tout ce qui est bureau, chaise, armoire. Là, ce soir, il a détérioré en bas aussi. Et puis, il m'a jeté un verre à la figure, un verre de la cuisine. Le carreau, c'est lui qui l'a cassé. Donc voilà, on en est là. Jusqu'à temps qu'il se suicide ou qu'il plante quelqu'un. Voilà. On est dans une voie, pour l'instant, sans issue. Vous êtes impuissant là? Oui, allô? Oui. D'accord. Malheureusement, seule sa volonté pourra sortir le jeune de son addiction. Les forces de l'ordre, comme ses proches, sont impuissants. Bon, donc il y a une ambulance qui va venir le reprendre en charge, comme cet après-midi. Hein. Après, est-ce qu'ils vont lui administrer donc, des anxiolytiques pour le calmer et quoi qu'il en soit après, et que je ne retourne pas le chercher. Je fais quoi? Mon cerveau il replace tout, puis il va le planter. Là, il est en manque là ce soir. S'il se défenestre ou s'il se blesse, ça va être de ma faute. Je comprends votre désarroi et puis votre détresse. Ma détresse, c'est pas trop dérangeant. C'est mon fils qui est en détresse. C'est difficile. J'ai jamais souhaité que mon fils soit mis en foyer. Jamais. Mais là, s'il me plante avec un couteau, je l'appelle. Là, il va se faire empoisonner, là. Il va se faire soigner. C'est compliqué. Je sais bien. C'est ça le problème. C'est difficile. À l'étage, le fils est un peu plus calme. Le père en profite pour tenter de renouer le dialogue filial. Pourquoi t'as appelé? Pourquoi t'as appelé? Ouais. Pour la même raison que tout à l'heure. Pour la même raison que tout à l'heure. Ah oui. D'accord. Ils vont me reprendre mon téléphone, ils vont me relaisser tout seul pendant des heures et je vais faire comment? Attends. On sera à une source, t'inquiète. Pour revenir là après. Bah voilà, tu vas revenir là après. Ouais, c'est très bien. Et après, tu vas tout repéter, donc je retéléphonerai. Finalement, l'adolescent est conduit aux urgences psychiatriques par une ambulance. Les gendarmes les escortent, au cas où sa crise reprendrait. Allez, vous descendez, jeune homme. Papa lui aussi. Jeff compatit face à la famille de ce jeune drogué. Ils sont désemparés, effectivement, c'est une famille qui ne sait plus comment gérer leur enfant, quoi. Donc ils sont en appel à l'aide, quoi. Donc c'est pas facile, effectivement, donc d'avoir une situation comme ça à gérer avec un enfant qui est addict avec des produits stupéfiants, quoi. Donc je me mets à la place des parents, quoi. C'est compliqué. Pour la deuxième fois de la journée, l'adolescent est admis en psychiatrie. Il y a un souci pour ce soir quand même, ça fait 2 fois là. Ouais. Le personnel soignant espère que cette fois-ci, son hospitalisation lui servira d'électrochoc.
Donc la troisième fois, c'est bon. On verra quoi? Je sais pas, on verra. D'accord. Par contre, là, on va retirer les menottes, mais il faut que ça se passe bien. Ok. C'est bon pour vous? Bon, bonne soirée alors, bon courage. Au revoir. Le cannabis est la substance illicite la plus consommée par les adolescents. Et ce qui inquiète Michel, c'est que ce jeune de 15 ans a commencé à fumer il y a déjà 3 ans. Il est tombé dedans, c'est un engrenage, il a du mal à s'en sortir sûrement. Mais 12 ans, ça fait jeune quand même. Hein. Sincèrement, j'espère pour lui qu'il va s'en sortir parce que s'il continue comme ça, à mon avis, il y a moyen qu'il y ait des séquelles irréversibles et que la fin de sa vie ou au moins son adolescence soit très compliquée quand même. Hein. S'il est soigné et qu'il souhaite se soigner, j'espère qu'ensuite il arrivera à monter la pente et que ça restera un mauvais souvenir pour lui, quoi. Sinon, je vais m'inquiéter un peu pour lui et surtout qu'il est sur notre secteur, donc on a l'occasion de le recroiser. Donc j'espère que la prochaine fois que je le reverrai, ça sera dans de meilleures circonstances, on va dire. Fin de mission pour Michel et ses collègues. Encore une fois, ils ont montré qu'ils n'étaient pas là seulement pour la répression, mais aussi pour aider les plus fragiles. Le lendemain, nous retrouvons Michel dans une toute autre ambiance. Exit l'uniforme bleu marine, le gendarme a enfilé la tenue du sportif. Comme plusieurs fois par semaine, ce grand gaillard de 31 ans vient s'entraîner dans sa salle de sport. Son activité favorite, le crossfit. Ça permet de décompresser après une bonne semaine de travail, une bonne patrouille de nuit. Ça permet de côtoyer différentes personnes. Et puis en plus, l'avantage du crossfit, c'est que c'est complet. Ça permet de se dépenser, c'est très bon. Et c'est agréable. Une bonne sensation à la fin de la séance. Et puis après, on est reparti pour une bonne patrouille et puis ça se passe très bien. Pendant 1 heure, le gendarme va enchaîner les exercices, tous plus intensifs les uns que les autres, sans jamais faiblir. Ces entraînements sont très utiles pour son travail de terrain, car il le sait, la moindre faiblesse pourrait laisser l'avantage aux délinquants. Le travail d'équipe, le dépassement de soi-même, donc ça correspond totalement à ce qu'on fait tous les jours au boulot. Donc c'est vraiment une complémentarité super importante. Comme on dit toujours, hein, entraînement difficile, guerre facile. Hein. Donc l'entraînement se fait sur ce genre d'exercice et la guerre, entre guillemets, c'est le boulot, quoi. Donc toujours être prêt pour le boulot, on ne sait jamais ce qui peut se passer lors d'une patrouille. Donc important de s'entraîner, quoi. Michel est gendarme depuis 12 ans. Une vocation et un désir d'être en première ligne. C'est pour cela qu'il a choisi d'intégrer le PSIG. Le contact avec la population, c'est important. Et puis, on est primo-intervenant des fois sur des actes terroristes. Et je pense que c'est un peu le cœur du métier, le cœur des entraînements qu'on fait, des instructions. C'est pour intervenir sur ce genre d'événement. Donc, on est au plus près de l'action. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ce que vous aimez? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Le plus important pour moi. Allez, fini, on rentre à la maison. Comme tous les gendarmes, Michel vit à 100 à l'heure. Juste le temps de manger, de se préparer, puis après on partira en patrouille de nuit. Et le gendarme ne s'attend pas du tout à l'aventure qu'il va vivre ce soir. Il est 23 h, Michel a revêtu l'uniforme. Alors qu'il est en patrouille avec ses collègues du PSIG, une alerte radio vient de les prévenir qu'une autre équipe avait besoin de leur renfort pour retrouver un homme à scooter. Il y a Éprouvé qui vient d'avoir un refus d'obtempérer par un scooter apparemment. Un individu qui ne serait pas porteur de casque, en claquettes, chaussettes. Ils viennent de récupérer la plaque d'immatriculation du scooter. Ils sont en train de voir s'il est volé. Mais alors que les gendarmes du PSIG commencent leur recherche, c'est quoi ça? Ils aperçoivent une voiture garée en plein milieu du terre-plein. Vas-y, arrête-toi. Son conducteur est en fait un gendarme qui n'était pas en service ce soir. Je sais pas, ils l'ont perdu, moi je le suis depuis Godéaville. Et qui a lui aussi tenté de rattraper le scooter, à ses risques et périls. En fait, il y avait une bagnole qui suivait le scoot, ouais. Une bagnole noire, j'ai pas eu le temps de voir. Un mec qui conduit, il fait comme ça, les cheveux longs attachés un peu. Okay. Donc le scoot, lui, il a fait une demi-tour là, comme ça, avec la bagnole.
Quand il a vu la bagnole de David arriver, le scout s'est barré. Moi, j'ai réussi à arrêter le mec en bagnole. D'accord. Il me croyait pas, j'étais gendarme. Le temps que je sorte ma carte, il croche une première, je la trache. Enfin, je l'attrape, sauf qu'il me freine sur 10 mètres, il m'a éclaté. Et ça va, t'es blessé ou pas? J'ai mal au genou. Il m'a éclaté le genou, je pense. Passe à l'hosto. Ouais, je vais voir. Tant pis, c'est pas grave. Et du coup, le scout, la bagnole a reparlé à droite. Et le scout, il a refait prendre la 2 fois de haut à David à l'envers. La bagnole, elle est repartie en direction de Coquerie. L'affaire prend une tournure beaucoup plus grave. Un gendarme en civil a été blessé, traîné par une voiture. Les gendarmes sont donc maintenant à la recherche d'un scooteriste et d'un automobiliste. Tu fais attention à toi, Jason. Ouais, t'inquiète. On va essayer de choper le mec en scooter à pied, il prendrait la fuite. Grâce au témoignage du gendarme blessé, Michel a une description de l'homme sur le scooter. Ça serait une personne 1m80, 1m90, corpulence assez forte. Les vêtements, c'était des vêtements sombres. Quand elle a lâché le scooter sur les arrières du parking de Mono, elle a arraché la plaque minéralogique, sûrement pour éviter de se faire repérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la zone commerciale Grenouillet, au cas où ils soient en train de se cacher, pour attendre des copains s'il les a appelés pour qu'ils viennent le récupérer. Le PSIG arpente de long en large les parkings du centre commercial. Mais aucune trace des fuyards. Seul le scooter est retrouvé, abandonné. Voilà, donc là on l'a enfin retrouvé, donc il a été retrouvé derrière le bâtiment là-bas. Pour le moment, les gendarmes ont donc fait chou blanc. Mais hors de question d'en rester là, l'un des leurs a été blessé. Quelques jours plus tard, à la brigade d'Épouville, Jason, le gendarme renversé, rend visite à ses collègues. Son accident lui a laissé plusieurs séquelles. Salut Jason, ça va quoi? Moi j'ai croisé Emile, il m'a expliqué un petit peu ce qui s'est passé. Ah ouais, si tu veux. Du coup, scooter suspect, c'est ça? Ouais, scooter volé, torse au poignet, torse au genou. C'est quoi, t'as voulu retirer les clés pour empêcher qu'il parte? Il a redémarré, puis je suis resté accroché, je suis parti avec. Quoi. Et sur combien de mètres? 10 mètres à peu près. D'accord. Et du coup, ce résultat, ça donne quoi? 21 jours d'ITT. Ah oui, quand même. Même s'il était ce soir-là en congé, le jeune militaire n'a pas voulu laisser un délinquant filer dans la nature sans intervenir. J'étais en voiture avec ma compagne, j'ai aperçu un scooter sur lequel un individu était non casqué, suivi d'une voiture avec une plaque d'immatriculation dissimulée. Donc j'ai tout de suite compris qu'il était volé. J'ai appelé la patrouille la plus proche et ils ont pris en chasse le scooter. Moi j'ai voulu intervenir sur le véhicule. Le mise en cause s'est arrêté et a redémarré brutalement et je me suis retrouvé emporté avec le véhicule, tout simplement. Vous avez eu peur à ce moment-là? À ce moment-là, non, plutôt après. Quand on réfléchit, ça aurait pu être beaucoup plus grave que 2 enterres. Bon, repose-toi bien. Ouais, ça marche. Au sein de la compagnie, tout le monde est sous le choc. Personne n'oublie que les gendarmes sont régulièrement tués en service. Quand un camarade est blessé, c'est toujours touchant. D'autant plus que ce petit jeune, il faisait partie du PSIG. Après, malheureusement, c'est de plus en plus fréquent. On a vu depuis quelques temps, voilà, on n'hésite plus à foncer sur les gendarmes, à taper les gens, etc. Donc malheureusement, ça arrivera, je pense, de plus en plus souvent. Les gendarmes sont inquiets, mais ne comptent pas pour autant se laisser abattre. Après une enquête, ils ont réussi à retrouver l'identité du conducteur de la voiture, celui qui avait traîné leurs collègues sur plusieurs mètres. Ce matin, il va être interpellé. Il a 20 ans, il mesure 1m80. Il a les yeux marrons, corpulence mince, cheveux mi-longs frisés. Il est assez défavorablement connu, 22 infractions pénales. Donc possibilité de se rebeller. Donc il a recel de biens, refus d'obtempérer, violence sur dépositaire de l'autorité publique, vol à l'arraché, violence sur mineur de 15 ans, port d'armes de catégorie D et port d'armes d'un taser. Un profil inquiétant, avec 22 chefs d'inculpation à son actif. Armes, possibilité d'être armé au vu de ses antécédents. Un homme qui aurait pu tuer un gendarme. Pas d'état d'âme parce que je vais vous dire, il n'a pas eu de sentiment avec nos camarades. Hein. Donc il l'a traîné quand même sur quelques mètres et il s'est retrouvé quand même avec une entorse du genou, entorse du poignet. Donc on l'interpelle, on le sécurise. C'est un gars qui est susceptible de se rebeller. Hein. On est parti. Malgré son geste, les gendarmes restent professionnels. Pas question de vengeance. Ça nous touche forcément, évidemment. Maintenant, on ne peut pas agir sur la colère. Il faut rester très objectif et puis voilà. Ça ne devra pas arriver, mais on sait que ça arrive de plus en plus. Est-ce que vous arrivez d'avoir des craintes quand vous faites votre métier? Non, pas sur le coup, quoi. Plus après, quoi. Après,
on débriefe, on se rend compte que du risque qu'on a pris ou du risque qu'on couru, quoi. Voilà. Sur le coup, non. Le jeune automobiliste habite chez ses parents dans un quartier pavillonnaire. Allez, let's go. Il est 6 h du matin. Pour le moment, tout est calme. Caméra, les gars. Ça bouge à gauche, ça bouge à gauche. Cuisine à gauche, les gars. Gendarmerie, madame, ouvrez la porte. Dépêchez-vous, madame, s'il vous plaît. Ce sont ses parents qui ouvrent la porte. Bonjour, madame. Allez, on monte, on monte. Tout de suite, les gendarmes montent à l'étage afin de l'interpeller dans son lit. Là. C'est bon, à toi. Gendarmerie, allez, contact. Allez, sors du lit, là. Allez. Pas dans le dos, là, dépêche-toi. Allez. Allez. Mettez-moi dans le dos, dépêche-toi. Le jeune homme est surpris d'être réveillé ainsi, mais garde un certain sens de l'humour. Vous aviez plus de papier? Quoi? Pour m'envoyer une convocation. Vu les faits, c'est mieux de venir. Laissez-moi juste prendre mon café tranquillement, que mon cerveau il s'ouvre, et après vous allez m'expliquer pourquoi vous êtes venu, parce que là j'ai toujours pas compris. Placé en garde à vue, il est conduit à la brigade. Son interpellation s'est déroulée sans heurts. Il est habitué, il est rompu aux nombreuses gardes à vue, donc bon voilà quoi, pour lui, je pense qu'il devait s'attendre à ce qu'on arrive un jour ou l'autre par rapport à ce qu'il avait fait, donc bon voilà, il n'a pas été plus surpris que ça quoi. Mais les gendarmes vont avoir une très mauvaise surprise. Alors qu'ils pensaient en avoir terminé avec ce délinquant, la justice vient de décider de le libérer pour raison médicale. Ok. À tout de suite. Fin de garde à vue. Incompatibilité, il est hospitalisé. Les équipes arrivent. Bah, c'est comme ça, hein. C'est la fatalité. Nous, on peut rien y faire. Hein. On est obligé de se plier à la contrainte, donc voilà, on ne peut pas faire autrement. Hein. Ce qui est dommage, ce qu'on espère, c'est qu'il ne recommence pas, quoi. Là, c'est pas sûr, quoi. Donc, on va voir ce que vont dire les enquêteurs, mais bon, on aurait préféré qu'il fasse ses gardes à vue normalement et qu'il soit présenté au magistrat. C'est pas le cas. C'est pas bien grave. On l'aura autrement. Voilà. Tout ça, c'est pas fini, quoi. C'est juste retardé. C'est pas. Non, je aucune amertume là-dessus. C'est pas lui qui gagne, c'est certain. Le lendemain, le jeune homme s'est présenté avec sa mère pour une audition libre. La justice a finalement décidé d'abandonner les poursuites. Venir en aide aux plus fragiles, c'est l'une des missions premières des gendarmes. Que les victimes soient des êtres humains ou des compagnons à quatre pattes. On va sur un chien vraisemblablement abandonné. Premier renseignement qu'on a, c'est un chien noir. Attaché au niveau du pont de Tancarville, à proximité du pont de Tancarville. C'est une des missions qui incombe à la gendarmerie. Tous les ans, environ 100 000 chiens et chats sont abandonnés en France. Un drame national qui peut être puni par la loi. L'abandon d'un animal domestique est assimilable à un acte de cruauté, passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le Havre, c'est le premier port de commerce de France. Une immense zone de plus de 10 000 hectares. Ici se croisent toute l'année des milliers de bateaux. La plupart, des cargos de marchandises transportant des containers à destination de toute l'Europe. La zone portuaire est sous haute sécurité. Pour veiller sur elle et sur les côtes environnantes, les 104 hommes et femmes de la gendarmerie maritime du Havre. Trafic de drogue, recherche de personnes disparues, contrôle nautique et sauvetage. Ces professionnels de la mer travaillent en partenariat avec la Marine nationale. Que ce soit lors de plongées risquées ou à bord de leurs bateaux, sur lesquels ils peuvent partir pour plusieurs jours, ces gendarmes hors normes ont des missions bien spécifiques. Le major David est le second du PSMP, le peloton de sûreté maritime et portuaire. Tous les matins, il fait le point sur les passages de cargo dans cette zone stratégique. En effet, 20% du trafic maritime mondial passe par la Manche. Vous voyez le trafic qu'on peut avoir,
Alors, on est sur l'ouest de la métropole, et vous avez nombre de navires en circulation. C'est une vraie autoroute, ouais. Un trafic incessant. Il faut bien vous dire que Le Havre, c'est un point névralgique. C'est la porte d'entrée pour aller sur Paris. On est à 2 heures de Paris, quoi. Chaque année, près de 6000 navires transitent par le port. Dans le détail, ce sont environ 400 000 passagers par an et 3 millions de containers. Un flux qui n'est pas sans conséquences. Malheureusement, on est aussi une plateforme importante sur le trafic de stupéfiants. L'année dernière, on a pu assister à une récupération de 400 kg de cocaïne à 80% pure. Vous êtes sur au moins 20 millions d'euros, quoi. Les gendarmes sont donc habitués à rechercher de la drogue, mais pas que. Au Havre, il faut parfois s'attendre à devoir interpeller des passagers illégaux. On est parti ? Nicolas et Clément sont amis dans la vie et ont la chance de travailler en binôme. Et quand on est gendarme, il faut être prêt au changement de plan de dernière minute. Alors qu'ils s'apprêtaient à partager un repas en famille, avec leurs épouses respectives, ils doivent quitter en urgence la brigade. Ça fait partie du métier, c'est certain. C'est pas la première fois que ça arrive, ça arrivera encore. Ce sont des contretemps. On va dire qu'on y est habitué quand même. On s'y fait et puis elles connaissent les contraintes du métier, elles connaissent les inconvénients, on va dire. C'est pas toujours facile d'être épouse ou époux de gendarmes. On rate parfois des événements auxquels on aurait aimé assister. Là, par exemple, on n'a pas pu être là à mon mariage à cause de ça. Et j'ai pas pu être là pour le parrainage de mon filleul qui est accessoirement son fils. Donc, voilà. Nicolas et Clément ont été missionnés pour intervenir à bord d'un vraquier, un cargo de transport de marchandises. Le capitaine aurait trouvé à son bord 2 passagers fantômes. Là, les faits se passent sur un bateau qui bat pavillon étranger, mais ça se passe quand même en France. Le commandant du navire a sollicité nos services pour prendre en compte ces passagers clandestins. Ça reste une infraction qui peut être relevée en France, même si ça a eu lieu sur un navire a priori battant pavillon étranger. Le cargo arrive de Rouen. Il descend la Seine afin de rejoindre la mer du Nord, direction les Pays-Bas. Pour économiser du carburant, ces énormes bateaux suivent le courant des marées. Alors cette pause imprévue, cela signifie devoir finir le trajet à contre-courant, donc dépenser plus de carburant. Le moindre contretemps, c'est une perte sèche pour l'armateur. Donc ce genre de petits contretemps, ça les arrange pas du tout. Donc moins de temps ils passent à gérer le problème, et mieux c'est. Derrière, c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est souvent beaucoup d'argent même. C'est un business qui est assez important. Et les surcoûts ne s'arrêtent pas là. Un amarrage d'urgence coûte environ 5 000 €. Alors les gendarmes savent qu'ils doivent faire vite. Effectivement, il faut essayer de ne pas trop faire traîner les choses, tout en respectant la procédure. Le port du Havre est fait pour accueillir les mastodontes des mers. Le vraquier, qui transporte des céréales, ne met que quelques minutes à se rapprocher du quai. On va essayer de faire au plus vite. Ouais, c'est un peu une course contre la montre. Ouais. Lui, son intérêt, ça va être de partir le plus rapidement possible, et nous de faire les choses dans les règles. Les gendarmes peuvent monter à bord. Bonjour, le capitaine est en haut? Ok, merci beaucoup. Ils sont accueillis par le capitaine. Les clandestins sont retenus dans une pièce voisine. Le capitaine est en haut? Ok, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez de Rouen? Rouen, oui. Et 2 personnes ont été trouvées à bord, c'est ça, à Rouen? Oui, à Rouen. Quand avez-vous découvert les 2 personnes? En navigation. En navigation. Quand vous aviez déjà quitté le port? Oui, nous avions déjà quitté le port. Et vous les avez trouvés sur le pont, c'est ça? Ils sont venus à moi, oui, oui. Quand ils sont montés sur le pont, je les ai vus. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec ces migrants?
Non, non. Non. Non, pas de violence, pas de blessure. Non, ils ont été polis, pas de violence. On a été surpris quand on les a vus arriver sur le pont. J'ai dit, que font ces deux personnes ici? J'étais surpris. Quand ils se sont approchés, on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils ne parlent pas anglais. Ensuite, ils se sont excusés, ils ont dit qu'ils s'étaient trompés de bateau. Est-ce qu'ils transportaient quelque chose avec eux? Non. Seulement les papiers? Seulement ça. D'accord. Bon, c'est bon pour nous. Merci beaucoup pour votre temps. Un petit conseil. Oui? On a beaucoup de situations comme celle-ci. Ok. Et on en a de plus en plus, tous les jours. Donc faites vraiment attention à vous. Ok. Et vérifiez sérieusement avant tous les départs. D'accord. Les deux passagers clandestins acceptent sans rechigner de suivre les gendarmes. Ils seront entendus plus tard par des enquêteurs. Mais les gendarmes ont une certitude. Ces hommes se sont fait abuser par des passeurs qui les ont aidés à monter discrètement dans ce cargo en leur mentant sur la destination. On présume qu'ils veulent aller en Angleterre, hein, c'est la destination principale. En général, ils sont aidés par des filières de passeurs qui leur désignent des bateaux, qui leur désignent des moyens d'y aller. Ils sont aussi parfois victimes de fausses informations en échange d'un paiement. Et puis les passeurs ont peu de scrupules à les envoyer sur de mauvaises destinations. Il y a de l'argent en jeu, il y a des intérêts. Le cargo va lui pouvoir reprendre la mer en direction des Pays-Bas. Le capitaine n'est pas inquiété, il a signalé les clandestins dès qu'il les a découverts. Pour les deux hommes interpellés, par contre, ce sera au procureur de décider de leur sort. En 2017, les forces de l'ordre ont démantelé plus de 300 filières de passeurs illégales. Parmi elles, une cinquantaine étaient à destination du Royaume-Uni. Que ce soit en mer, sur les routes ou auprès des plus fragiles, les gendarmes répondent toujours présents pour veiller à la bonne marche de notre société. Au Havre, ils vont encore être confrontés à des missions pleines de rebondissements.